Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer cette présentation par vous poser une question. Que faisiez-vous en 1989 dans un monde sans web? Je vous laisse quelques secondes, racontez ça à votre voisin, vous remémorez quelques souvenirs. Et pour les plus jeunes d'entre vous, est-ce que vos parents se connaissaient? À la mi-novembre 1989, Tim Berners-Lee, chercheur au CERN de Genève, invente le langage HTML ainsi que les composants associés tels que le navigateur, les serveurs, le protocole HTTP pour répondre aux besoins de partage de documentation entre chercheurs du CERN. Le protocole HTTP permet de faire communiquer le serveur avec le navigateur. Dans la simplicité de ses débuts à la complexité d'aujourd'hui, plongé dans 37 ans de transformation. Je vous invite dans ce voyage dans le temps à travers les grandes étapes de l'évolution du protocole, qui a propulsé Internet dans l'ère moderne que nous connaissons aujourd'hui. Je me présente, en 1989, je passais mon bac. Je suis né la même année que le fameux microprocesseur Intel 4004. En 1983, je faisais mes premiers programmes sur Orica, basés sur le fameux microprocesseur 6502. Je suis consultant chez Whiskel depuis 7 ans. Whiskel existe depuis 10 ans. C'est une USN experte en ingénierie logicielle, augmentée par l'IA et pilotée par l'humain, de la conception à la mise en production. Nous sommes présents à Paris, Nantes et partout en France. Nous recrutons. Le 24 septembre prochain, pour la deuxième fois à Paris, Whiskel organise la conférence dédiée au sujet du platform de Platform Engineering. Revenons à l'objet de notre présentation. Pour commencer ce voyage, remontons un peu dans le temps. En 1989, Tim Berners-Lee invente le protocole HTTP. En 1993, le navigateur NCSA Mosaic apparaît. Puis l'année d'après, Netscape 1.1, avec le support des fameux cookies. L'arrivée d'Internet Explorer lors de la sortie de Windows 95. Puis, en 1996, première RFC pour normaliser la version 1 du protocole. Puis l'année d'après, une nouvelle RFC formalise le protocole HTTP 1.1. 18 ans après la version 1.1 normalisée, une nouvelle RFC apparaît pour normaliser la version 2 du protocole HTTP en 2015. Puis, 7 ans plus tard, en 2022, nouvelle RFC pour normaliser la version 3 du protocole. Je vous propose de passer en revue, en détail, chacune de ces évolutions du protocole. Commençons par la version 0.9. En fait, il n'y a pas vraiment de version 0.9. Il n'y a pas de repo officiel, de tar ou de zip qui contiendrait cette version. On désigne la version 0.9 toutes les versions antérieures à la 1.0 qui ont existé à peu près entre 1989 et 1991. Cette première version du protocole est très simple. Elle utilise TCP/IP pour le transport, et c'est un protocole ASCII, comme la plupart des protocoles qui composent l'Internet à ce moment-là. Il suffit de se connecter sur le serveur, sur le port 80, en mode TCP. Un simple telnet permet de faire cette opération. Et une fois qu'on est connecté, on passe une commande pour obtenir un fichier. Et la seule commande disponible à ce moment-là, dans cette version-là, c'est la commande GET. Si le fichier existe, le serveur l'envoie et la connexion est rompue. Il n'existe que deux types de fichiers que le serveur peut renvoyer, les fichiers HTML et les fichiers images. Nous constatons qu'il n'y a pas de code de retour, ni même de version de protocole. Pour chaque fichier demandé, il faut établir la connexion entre le client et le serveur. Ensuite, on peut récupérer le fichier demandé. Le serveur envoie ce fichier et la connexion est rompue. Si nous avons un deuxième fichier à faire, il faut rétablir la connexion avec le serveur, récupérer le fichier, le serveur envoie ce fichier, le client le récupère et la connexion est rompue. Et ainsi de suite. Pour chaque document qui compose la page HTML, une connexion TCP va être établie. En mai 1996, première RFC du protocole HTTP 1.0. Analysons un petit peu ce qu'il y a dans cette nouvelle version.
en tout cas dans cette version normalisée. C'est toujours du TCP, c'est toujours de l'ASCII, et il y a deux nouveaux verbes qui ont été ajoutés, le verbe head et le verbe post. Et une version du protocole est aussi agrémentée pour demander, pour établir la communication entre le client et le serveur. Les premiers codes retour apparaissent. Et également le header content type qui permet d'indiquer au navigateur le type de fichier que le serveur va envoyer. Ici, on demande le document hello.html. Le serveur nous répond « Ok, voici le document de type text type HTML qui va être reçu par le navigateur. » Une fois le fichier reçu, la connexion est rompue. En janvier 1987, même pas un an après la version 1.0 du protocole, une nouvelle RFC normalise la version 1.1 du protocole. Voyons les nouveautés. C'est toujours du TCP, c'est toujours de l'ASCII. Et là, la grande nouveauté, qui va un peu révolutionner la partie hébergement de site web, un nouveau header apparaît, le header host. Ceci va nous permettre, sur la même IP, d'avoir plusieurs noms de domaine. Ce qui a amené, par exemple, dans les serveurs d'avoir un fichier de configuration, et c'était le fameux fichier virtualhost pour Apache, dont certains doivent avoir quelques souvenirs. Également ont été ajoutés deux headers, accept language et accept encoding, et ajout de 4 nouveaux verbes, option, put, delete et trace. Enrichissement des codes d'erreur, il y a maintenant environ 35 codes d'erreur. Et grande nouveauté dans la version 1.1, les connexions persistantes. Nous y reviendrons un petit peu plus tout à l'heure. Le content header est enrichi et également le header de type etag qui permet d'avoir une meilleure gestion du cache sur l'envoi des documents. Et une autre fonctionnalité très intéressante qui était le chunk range qui permettait de récupérer ou de télécharger partiellement des fichiers. Souvenez-vous, quand vous téléchargez des gros fichiers, par exemple une image ISO, on pouvait s'arrêter et reprendre le téléchargement. C'est grâce à cette fonctionnalité HTTP chunk range qui permet effectivement de dire au serveur non, non, je ne veux pas tout le fichier depuis le début, je veux le fichier à partir de tel endroit et je veux jusqu'à la fin. Détaillons le fameux mécanisme de connexion persistante. Donc jusqu'à présent, lorsqu'on récupérait un fichier, lorsqu'on voulait un fichier, il fallait établir la connexion. Le fichier était reçu par le client et elle était rompue. Avec la version la persistance de connexion en HTTP 1.1, on établit une seule fois la connexion et l'on peut demander autant de documents que l'on veut, les uns à la suite des autres, et les fichiers vont être pardon, j'ai dû avancer un peu trop vite. Les fichiers vont arriver un par un et chacun va pouvoir être fait les uns à la suite des autres. Le gain de temps est sur la connexion TCP. Évidemment, il n'y a qu'une seule connexion et la connexion est rompue à la fin avec un certain délai pour maintenir la connexion au cas où. Il y a une deuxième fonctionnalité qui est un petit peu méconnue. C'était, en plus du Keep Alive, on avait une notion de pipelining. Le pipelining, c'était une fonction qui permet de requêter directement plusieurs fichiers simultanément. Et le serveur va les envoyer dans l'ordre dans lequel il a reçu la demande. C'est-à-dire que si je demande mes fameux 3 fichiers de tout à l'heure, ben je fais mes 3 requêtes tout de suite de get, par exemple, et le serveur va me les envoyer dans le même ordre dans lequel il a reçu les get, et ce qui va me permettre de gagner un petit peu de temps. Et là, on voit bien que finalement, à chaque avancée, à chaque évolution du protocole, en fait, c'est surtout sur un aspect de performance et d'améliorer le système. Accélérons un peu, faisons un bond dans le temps de 18 ans, une nouvelle RFC pour normaliser le HTTP2. Merci au photographe, qui nous fait un incroyable boulot. Donc cette version 2 du protocole, en fait, elle hérite d'une expérimentation proposée et faite par Google. Google a travaillé là-dessus à partir de 2010, et la RFC est passée en normalisation en mai 2015. C'est toujours du TCP, mais la grande nouveauté, c'est que ce n'est plus un protocole ASCII, c'est du binaire.
D'où un petit peu plus de complexité pour débugger. Je vous laisse imaginer. Dans cette nouvelle version, enfin en tout cas dans cette nouvelle proposition de fonctionnement, les headers sont compressés. L'idée, c'est toujours pareil, de gagner du temps pour le transfert de données entre le client et le serveur. Et donc, il y a une proposition de compression des données, des headers. Et cette version amène une nouveauté également, c'est un système de communication multiplexé. Souvenez-vous, en HTTP 1.0, à chaque fois qu'on demandait un document, le client devait établir la connexion avec le serveur, le document était envoyé, la connexion était rompue. On avait eu quelques optimisations en HTTP 1.1 avec la connexion persistante. En HTTP 2, une grande nouveauté, c'est du multiplexing, c'est-à-dire qu'on peut demander plusieurs documents simultanément et ils n'arriveront pas forcément dans l'ordre dans lequel on les a demandés. Et c'est plutôt la partie back-end, ce qui va dire, par exemple, pour ce premier document, c'est plus long pour moi de vous le fournir, parce que c'est un traitement je ne sais quoi derrière. Le résultat arrivera peut-être en dernier. Par contre, les autres fichiers, qui sont peut-être des petits fichiers, des logos ou je ne sais quoi, eux vont quand même arriver plus vite. Et donc, en fait, la nouveauté dans le protocole HTTP2, c'est que les documents n'arrivent pas forcément dans l'ordre dans lequel on les demande. Autre bonus dans la version 2 de ce protocole, c'est qu'on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le push server. C'est une fonctionnalité qui permet tout simplement, lorsqu'on demande un document, ici on demande le document index.html, au même moment, le serveur sait, par son applicatif qui est derrière ce serveur, c'est qu'il faut également que le client récupère le fichier style.css. Il va lui donner cette information, il va lui dire « Hey, n'oublie pas, tu vas avoir besoin de ce fichier le prochain coup quand tu vas décoder la page HTML index.html. Dedans, tu vas décoder ça, tu vas trouver cette référence à ce fichier. Perds pas de temps, demande-moi-le tout de suite. » Donc, au moment où il reçoit index.html, il va avoir l'info qu'il faut lui, qu'il requête tout de suite, style.css. Comment on fait ça? C'est assez simple, c'est un header à mettre dans la réponse HTTP. Donc, on peut le faire de plein de façons. On peut aussi le préforger dans une conf Apache, par exemple ici, ou directement envoyer le header, par exemple, dans un backend de type PHP. Mais voilà, ça reste assez simple. Cette façon de faire a été dépréciée, mais vous allez voir, elle est dépréciée, mais pas vraiment dépréciée. Je m'explique. Pour rentrer un petit peu dans la norme de HTTP, on a décidé d'avoir un message d'information qui dit, donc c'est le code retour 103, là on va rentrer un petit peu dans la technique, si j'ai besoin de faire du push server, en fait j'envoie un message d'information 103 et en même temps je vais lui dire, voilà, c'est ici mon document que tu dois m'envoyer. Donc en fait on n'a pas changé grand chose, juste pour des histoires de compatibilité, parce qu'il y a des composants sur l'internet qui n'ont pas fait l'évolution d'avoir le header qui permet de supporter le message 103. Et donc en fait ils ont trouvé cette ruse pour dire voilà, il faut un header pour dire attention je veux faire du push, en indiquant juste après quel document, et en fait ça respecte l'ancienne norme. Bon voilà, c'est une petite astuce. Sachez-le, on peut aussi faire du serveur push de cette façon-là. L'ancienne façon est deprecated, mais globalement on écrit à peu près la même chose. Alors, qu'est-ce que nous constatons en termes de performance? Ici, en HTTP1, si on demande le document index.html, il faut que le navigateur, là c'est un graphe du point de vue du navigateur, le navigateur reçoit le index.html, il décode la page HTML, dedans il voit qu'il faut qu'il récupère le fichier style.css, il demande au serveur le fichier style.css, puis ensuite il va demander le fichier logic.js, il reçoit le fichier logic.js, et ensuite il va demander le document image.jpeg. On voit qu'en HTTP1, c'est vraiment séquentiel et que ça prend le temps les uns après les autres. En HTTP2, grâce au push server, sans push server, pardon, on a à peu près une première amélioration de performance. Puisqu'on a vu, on pouvait demander des documents en même temps. Donc là, c'est ce qui est fait. Et puis, les trois suivants, après la page HTML, on peut les demander séquentiellement et on va les recevoir. Avec le push server, en fait, dès qu'on reçoit la réponse index.html, le navigateur va tout de suite demander les trois fichiers et on va avoir quasiment, de façon transparente, l'ensemble des fichiers qui arrivent du point de vue du navigateur.
Maintenant, passons un petit peu en revue les améliorations ou qu'apporte HTTP3. Alors, attention spoil, HTTP3 change son mode de transport. Il n'utilise plus TCP, grande révolution, il utilise UDP. On va voir tout à l'heure ce que ça importe et ce que ça permet ou ce que ça a comme inconvénient. Cette innovation a été initiée par Google en 2018 et puis ça a été normalisé dans une RFC en 2022. Alors, le protocole HTTP permet de transporter des fichiers entre le serveur et le navigateur. Jusqu'à là, on n'a rien changé. La nouveauté, c'est que ce transport des fichiers se fait par QUIC. QUIC, c'est un nouveau protocole qui a été défini et qui permet, on va voir plein de choses tout à l'heure, mais entre autres d'avoir cette façon de transporter les documents, les fichiers, d'assurer par exemple le chiffrement. Le chiffrement maintenant est inclus dans QUIC, et ainsi de suite. Et ensuite, QUIC lui-même est transporté par un protocole qu'on connaissait déjà, qui est UDP. On va voir les avantages de pourquoi on a fait ce choix-là. Les gens qui ont fait ce protocole ont décidé d'utiliser le transport UDP plutôt que TCP. Alors, grâce à QUIC, on a plein d'améliorations. Une des améliorations, c'est ce qu'on appelle le multiplexing, c'est-à-dire qu'on est capable d'envoyer à des vitesses et des volumes différents dans la même connexion QUIC. On parle bien de connexion QUIC. Je vous détaillerai ça tout à l'heure, mais dans une même connexion QUIC, on est capable d'avoir plusieurs streams d'envoi de fichiers entre le client et le serveur. Et dans le sens inverse, dans le serveur vers le client aussi. C'est une des forces de QUIC, c'est d'avoir un vrai système de multiplexing. En HTTP2, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une sorte de multiplexing, mais elle était quand même limitée par sa conception. Passons en revue quelques avantages du protocole HTTP3. Ces avantages, c'est des avantages que moi, j'y vois. Évidemment, suivant les cas d'utilisation, suivant ce que vous faites, il pourrait y avoir plein d'autres cas d'utilisation. Mais un des premiers cas avantages qu'on trouve dans HTTP3, c'est que lorsqu'on change de connexion, et je parle bien physique de connexion, je passe par exemple d'ici où je suis en Wi-Fi avec mon téléphone mobile, je vais quitter l'établissement, je vais aller dans la rue, mon téléphone va quitter le Wi-Fi d'ici et va se passer en mode 4G ou 5G. Et donc, je vais avoir normalement un changement d'adresse IP et je vais devoir me reconnecter. Si j'étais en HTTP2, mon flux TCP est rompu puisque je quitte le réseau Wi-Fi d'ici pour aller sur un nouveau réseau. On va voir que grâce à QUIC, on va gagner sur cet aspect-là. Analysons un petit peu comment la magie opère. Donc, je suis en Wi-Fi, mon device ici, mon navigateur qui est dans un device ici est en Wi-Fi. Je me connecte à un serveur. La première fois, je dis hey, « bonjour, je voudrais ce fameux document, toto.html ». Le serveur va me répondre « OK ». En tout cas, la couche QUIC va me répondre et va me dire « D'accord, je vais t'envoyer le fichier. La façon dont tu m'as contacté sans ID de connexion. Et donc, je vais t'établir, je vais te donner un ID pour que lors des prochaines connexions, discussions que tu vas faire avec moi, tu vas me passer cet ID. Et en fait, le client et le serveur vont se souvenir de leur établissement par ce fameux ID. Donc la première fois, je n'ai pas d'ID, je fais ma requête. Et lorsque le premier document va arriver, le serveur va me donner un ID. Et lorsque je vais devoir faire une deuxième requête sur un deuxième fichier, ben je vais passer ce même ID dont les deux parties, le serveur et le client, sont tombés d'accord pour utiliser. Ainsi, le serveur, à chaque fois que je ferai une requête nouvelle, va me dire, ben voilà, ah, c'est tel ID, ok, je te connais, j'ai déjà tout ton contexte, tes headers, tu me les as déjà envoyés, c'est pas la peine de me les renvoyer. Je maintiens ce contexte côté serveur, et les deux savent où ils en sont. L'avantage, c'est que si mon device qui est dans mon téléphone, mon navigateur qui est dans mon téléphone, quitte l'établissement où j'étais en Wi-Fi, et passe par exemple en 5G, la prochaine requête, je n'ai pas besoin de rétablir la connexion QUIC, puisque j'ai déjà un ID. J'avais un ID avant de sortir de l'établissement. Et donc, je refais une requête avec ce même ID, mais je demande un autre document.
Le serveur me reconnaît, il me dit « Ah oui, tu es toujours l'ID de tout à l'heure, j'ai déjà tout ton contexte, et donc on peut continuer à discuter. Je sais que tu voulais me parler en langue FR, je sais que tu avais mis telle information dans tes headers, etc., etc. » Et donc là, on gagne, en fait, beaucoup d'informations qui ne sont plus retransmises, et donc je peux, comme ça, changer, switcher vraiment d'interface réseau, on va employer ce terme-là, et garder la même connexion avec le serveur. Encore un nouvel avantage du protocole HTTP3. Deuxième avantage, pareil, on va rentrer un petit peu dans la technique, désolé. Lorsqu'on établit une connexion en TCP, c'est souvent assez coûteux. On a toujours un vieil adage qui nous dit « Attention, une connexion TCP, pour l'établir, c'est 3 paquets ». Effectivement, pour que le client se connecte à un serveur, il y a un échange de poignées de main, c'est assez technique. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire là, il y a beaucoup de littérature là-dessus. C'est très intéressant de comprendre ce qui se passe dans cette fameuse poignée de main, mais ça prend du temps. Donc, souvenez-vous, en HTTP 1.0, 3 fichiers, il y avait 3 établissements, puisqu'il y a 3 fois c'était rompu également. Ce que ne fait pas apparaître ce slide, c'est que également, lorsqu'on se déconnecte, il y a une poignée de main qui est un peu plus courte, mais qui prend quand même quelques allers-retours. Donc on sent bien qu'en TCP, on est un peu pénalisé par le protocole lui-même qui nous induit de faire des choses. Si à ce TCP, on rajoute du TLS, du chiffrement, ben là, pareil, on voit les premières requêtes, c'est pour la partie TCP, et puis ensuite, il y a un certain nombre d'échanges qu'il se fait entre le client et le serveur pour établir et se mettre d'accord sur quelles clés ils vont utiliser, les clés publiques, les clés privées. Et donc, de nouveau, l'établissement de la partie TLS, de la partie chiffrement, va faire quelques allers-retours dans le protocole TCP. Une nouvelle fois, ça prend du temps. La première fois, la deuxième fois, ce n'est pas tout à fait la même quantité de temps, mais on voit bien qu'il y a du temps qui est fait. Donc si on a plusieurs établissements de connexion TCP sécurisés, ben, ça prend encore plus de temps. Vous m'avez vu arriver en Quick. La première connexion prend un peu de temps puisque je n'ai pas encore d'ID. Le serveur va établir la vraie connexion. La partie Quick va bien s'établir et faire le chiffrement. Mais les connexions d'après, elles prennent 0 puisque j'ai déjà tout le contexte entre le client et le serveur. Ils se connaissent déjà, ils ont déjà échangé les clés et il n'y a plus à réétablir la connexion Quick. Et donc, toutes les requêtes suivantes se feront instantanément et donc on a 0 temps d'établissement lorsque je vais quitter, par exemple, mon Wi-Fi pour aller vers une connexion 4G. Je n'ai pas de reconnexion à établir avec le serveur. Un énorme gain de temps. Troisième avantage. Alors, pareil, je vais vous faire une petite histoire. Nous avons 3 fichiers à transférer. Le fichier A, le fichier B, le fichier C, peu importe les tailles. Voilà. En HTTP1, bah, les fichiers sont passés séquentiellement. En HTTP2, on a vu qu'il y avait un début de multiplexing, ce qui va nous permettre d'un petit peu croiser les fichiers. Donc j'ai un petit peu du fichier, une petite partie du fichier A, puis une petite partie du fichier B, puis une petite partie du fichier C, puis la suite, etc. Tout ça peut s'entremêler, mais globalement, ça peut se passer comme ça. Et en HTTP3, c'est la même chose. Les fichiers sont multiplexés, ce n'est pas le même type de multiplexage. On va voir si ça a de l'incidence ou pas. Mais globalement, ça pourrait se transporter comme ça. Maintenant, imaginons, dans chacune de ces connexions, il y a un incident réseau. C'est un paquet qui est perdu. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, à votre avis, faisons un petit jeu. Lequel de ces 3 protocoles est le plus efficient dans ce cas d'utilisation? À main levée, qui pense que HTTP1 est mieux? À main levée toujours, il n'y a personne qui se lève la main. À main levée, qui pense que le HTTP2 est mieux? Ah, il y en a quelques-uns. Bravo, merci. Et qui pense que HTTP3 est mieux que les 2 autres protocoles? Ah, intéressant. Un petit peu plus de mains. Ben, voyons ça dans le détail. Alors, évidemment, dans le cas du HTTP 1.1, tous les paquets sont bloqués. Grâce ou à cause
du contrôle de cohérence imposé par TCP, l'ensemble des paquets doivent être reémis puisque la connexion, le troisième paquet, troisième paquet n'est pas bon. Même punition, si je puis dire, en HTTP2. Souvenez-vous, il est toujours sur le transport TCP. Le fait de devoir reémettre l'ensemble des fichiers, c'est lié à TCP. Et donc, là, également, en HTTP2, il faut retransmettre l'ensemble des fichiers restants. Et donc, effectivement, pour ceux qui avaient voté pour le protocole 3, c'est seulement le fichier B qui est corrompu. Le flux stream va ne renvoyer que le fichier B. Les autres fichiers ne sont pas reémis par la stack quick et donc continuent leur vie sur le réseau. Voilà un bel avantage du protocole HTTP3. Bon, on a vu en détail un petit peu les différentes versions du protocole. Comment on fait ça dans la vraie vie? Alors, je vais vous partager quelques outils qui m'ont bien aidé dans ma découverte du protocole et dans le montage de quelques infras que j'ai dû faire dans ma vie. Alors, le premier outil que j'ai trouvé très sympa, c'est un petit plugin qui se met dans votre navigateur, compatible avec Chrome ou Mozilla, en fait, qui va vous indiquer le type de connexion qu'il y a entre, vous allez sur n'importe quel site, entre ce client et le serveur. Et la petite icône ici, c'est un petit éclair, je vous ferai la démo tout à l'heure, change de couleur suivant la version du protocole. Très pratique pour savoir si votre navigateur utilise bien la version 3 du protocole que vous avez mis tant de jours à passer en prod. Deuxième outil, et non des moindres, c'est pour faire de l'analyse réseau. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent le fameux projet Wireshark, un projet open source d'analyse réseau. Wireshark supporte le décodage des paquets HTTP3 depuis sa version 3.4. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va vous permettre de descendre vraiment dans les trames du protocole, dans les différents attributs de chaque paquet. Et donc, Wireshark supporte HTTP3 et bien évidemment les autres protocoles, HTTP2 et 1.1, depuis la version 3.4. Curl, on va faire une petite démo, supporte bien évidemment HTTP3. Il supporte HTTP3 dans sa version 7.66, depuis la version 7.66. Et donc on va voir maintenant quelques commandes avec curl directement sur les internets. C'est là que je passe en mode démo. Et j'espère que Murphy n'a pas acheté sa place à Devox. Alors, je vais basculer en simple écran, parce que pour la démo, ça sera plus facile pour moi. Ça a l'air de bien se passer. Ça va être pour le retour où je crains que Murphy surgisse. Alors, est-ce qu'on voit bien mon écran? Parfait. Ce que je vous propose, c'est de faire quelques requêtes curl sur des infrastructures réseau. Ah non, avant, puisqu'on est là. On a aussi un navigateur. Hop, ici, le petit plugin dont je vous ai parlé. Vous voyez ici ce petit éclair bleu? C'est que je suis en HTTP2. Très pratique. En un coup d'œil, on sait dans quelle version on est né. Le site de Whiskel, hop, éclair orange. Version 3, waouh. Oui, on fait de l'infra aussi. Et puis le site d'un ami qui fait une encyclopédie sur le vitrail, bah lui, il est en HTTP2. Voilà. Donc ce petit plugin va vous permettre très vite de savoir comment votre navigateur, votre session, votre onglet est connecté et avec l'infrastructure au bout du tuyau. Deuxième fonctionnalité, très intéressante aussi, on va voir que débugger, c'est un peu compliqué. On en parlera tout à l'heure, pour plein de raisons. Et entre autres, là, c'est très pratique puisque c'est du debug qui se fait du côté du navigateur. Donc en fait, il va vous loguer tout ce que le navigateur reçoit. C'est pratique parce qu'il est dans le navigateur, ça veut dire qu'il a, lui, les clés de chiffrement et de déchiffrement. Parce qu'un des problèmes du débugage, que ce soit en HTTP2 ou en HTTP3,
qui n'a pas transpiré sur comment avoir les clés de la session pour pouvoir débugger les paquets. Ce plugin vous fait un petit log ASCII JSON, très pratique, un peu verbeux, mais ça peut souvent dépanner. Lorsqu'on fait des infras, on veut toujours savoir avec quoi, quel est le problème qui est sur la chaîne, est-ce qu'on a HTTP2, pourquoi, etc. Ben là, la réponse, ce petit débugage côté navigateur est assez pratique. Je continue ma démo. On va essayer de faire quelques trucs avec curl. Alors déjà, je vous ai dit, curl, il supporte HTTP3 depuis la version 7.66, me semble-t-il. Bon, c'est un vieux PC, mon vrai PC a planté il y a 2 jours. J'ai pas osé une réinstall à 2 jours de Devox. Hein. Donc j'ai pris un vieux PC et j'ai un vieux curl. Bon, écoute, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ce que je vous propose, on va requêter YouTube. Il faut que je retape mon mot de passe. Voilà. Donc là, je fais une requête toute simple. Je dis à YouTube, donne-moi cette URL. Bon, en l'occurrence, c'est une vidéo. Et je vais lui dire, donne-moi que les headers. Je ne m'intéresse pas à ce qui va arriver après. Ce n'est pas l'objet, ça va être du binaire, ce n'est pas intéressant. Même si c'est un talk de moi sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe lorsque je requête cette URL? Eh bien, j'ai un premier indice de réponse. C'est que YouTube m'a répondu, je ne lui ai donné aucun indice. Curl a essayé de se connecter en HTTP2 directement sur l'infrastructure de YouTube. Je vous montrerai tout à l'heure comment les navigateurs, comment les clients HTTP choisissent de se connecter. Est-ce qu'ils vont se connecter en HTTP3? Est-ce qu'ils vont se connecter en HTTP2? 1.1, 1.0, pourquoi pas? Et donc, il y a une stratégie. Cette stratégie, on va la détailler tout à l'heure. Mais là, on continue notre expérience. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est que YouTube apparemment répond bien en HTTP2. Il m'a dit, je te réponds en HTTP2 et le code d'erreur, c'est 200. Donc, on pense que tout va bien. Il y a plein d'autres headers. Bon, on n'est pas là pour... On pourrait faire un talk entier sur les headers de HTTP. Il y a un autre header, une ligne que je voudrais vous montrer, c'est celle-ci. C'est Alt-SVC. C'est une ligne qui permet... le serveur va indiquer au client, hé, gars, si tu veux discuter en HTTP3 avec moi, c'est ici, bah, tu peux discuter sur le même serveur, avec le même port, mais en HTTP3. Donc là, on a un premier indice de ce que je vais vous annoncer tout à l'heure. Quelles sont les stratégies pour les clients HTTP pour se connecter à un serveur? Bah là, c'est une information intéressante. Je suis sur YouTube, je me suis connecté en HTTP2, et il me dit aussi, hé, si tu veux faire du HTTP3, c'est possible à cette adresse. Donc ça, retenez, c'est une première méthode. On continue ma petite démo. Évidemment, je l'ai fait dans la mauvaise fenêtre, c'est toujours comme ça. On a vu qu'on savait faire du HTTP2, mais est-ce que YouTube sait faire du HTTP1? Alors attends, on était où? Hop, ici. Bon, on va faire du HTTP3 tout de suite. Voilà, c'est là ma démo. Hop. Je reviens dans mon onglet. Ah, c'est la même requête. Curl, les headers, la même URL, mais cette fois-ci, je demande à curl, connecte-toi à cette destination, à cette URL, connecte-toi en HTTP3. Et là, il me dit, je suis désolé, je ne connais pas le verbe, enfin le paramètre HTTP3. Consulte le manuel. Bah ouais, évidemment, on a vu tout à l'heure, le HTTP3 n'est pas supporté par curl dans les vieilles versions, donc il me dit, bah, tu ne peux pas le faire. Logique. Jusqu'à là, c'est très bien. Comment on va faire? Je vais lancer un Docker qui contient une version de curl, qui contient la bonne version de curl, qui contient HTTP3. Merci Docker. Tu as sauvé mon talk. Et donc là, effectivement, je suis en 8.2.1. Super, je vais pouvoir faire du HTTP3. Donc, ben, on y va. Je prends ma requête, je lui spécifie, je veux exclusivement du HTTP3, et j'ai plus qu'à jouer ça. Alors, on remarque qu'il me répond toujours le alternative
Services. Si tu veux discuter avec moi HTTP3, c'est toujours par ici. D'après vous, est-ce que je suis passé en HTTP3? La réponse est ici. Oui. Donc bonne nouvelle, YouTube sait faire du HTTP3 et nous a répondu, cette requête en tout cas, nous a répondu en HTTP3. Super. Donc il sait faire du HTTP2, il sait faire du HTTP3. Alors on va le forcer juste en exclusivité sur HTTP2. On n'a pas de doute puisqu'il nous a déjà répondu. Il nous répond toujours, tu peux discuter en HTTP3 avec moi ici. Et ici, il nous répond bien HTTP2. Sait-il faire du HTTP 1.1? Ça commence à dater. Il nous dit toujours inlassablement, si tu veux faire du HTTP3 avec moi, c'est ici. Et effectivement, il nous répond bien en HTTP 1.1. On est joueur? À main levée, qui pense que YouTube répond en HTTP 1.0? Ah, je dirais les 2 tiers de la salle. Il y a des courageux, bravo. Bon, je connais la réponse, c'est pour ça que je n'ai pas levé la main. Alors, il nous répond déjà inlassablement, si tu veux faire du HTTP3 avec moi, c'est ici. Il ferait un très bon talker. Et évidemment, il répond bien en HTTP 1.0. Bravo à Google, c'est peut-être la seule fois où on peut dire bravo à Google, pardon. On ne fait pas de politique ici. Donc voilà. Alors, j'ai fini pour les démos. Ah, 0.9, j'ai jamais tenté, je pense que ça n'existe même pas du tout. C'est-à-dire que là, pour le coup, allez, vous êtes joueur, je le suis encore plus. C'est une version qui n'a jamais existé, hein, on l'a dit un peu tout à l'heure. Est-ce qu'ils l'ont implémenté? Voilà. Là, c'est un problème de curl, c'est plus un problème d'internet, de serveur, etc. C'est curl ne supporte pas ce verbe. Bon, voilà. Alors, on pourrait le faire simplement avec un simple telnet, on l'avait vu. Mais est-ce que les infras de YouTube répondent sans HTTPS? Donc un telnet sur le port 80, je ne sais pas. On ne va pas se lancer là en live. J'ai encore plein de choses à vous montrer et surtout comment les navigateurs font pour choisir le bon serveur. Laissez-moi quelques secondes pour rebasculer dans l'autre sens. Est-ce que si je fais ça... Merci à la régie de m'aider. Voilà, super. J'ai perdu ma souris. Toujours le même problème, ce truc-là. Hein. Voilà. Maintenant, il faut que je récupère ma presse. Vous me guidez. Hein. Là, j'ai l'air pas mal. Là, maintenant, il faut que je cherche. Le laser, il est activé. Le speaker, ouais, j'ai trouvé un raccourci. S, ça ramène tout de suite la fenêtre du speaker. Je vous le donne en live. Voilà. Je récupère mes slides. Vous êtes prêts, on continue? En tout cas, vous êtes là et vivant. Passons maintenant un peu à l'usage, parce qu'on a vu, on a au moins 2 ou 3 protocoles qui existent ou qui coexistent dans la vraie vie. Donc, où est-ce qu'on en est? Il faut que j'accélère, il me reste 5 minutes, ça va être un enfer terrible. 48% de HTTP2, 28% de HTTP3, 20% de HTTP1. J'ai d'autres sources, c'est très dur d'avoir des derniers chiffres, ça date de 2023, ça c'est les stats de Cloudflare 2024-2025, c'est à peu près les mêmes stats. Voilà. Un petit état des lieux, HTTP1 c'est supporté par quasiment tout le monde, il n'y a pas de problème, HTTP2 également. HTTP3, rapidement, il n'y a que le CDN de AWS qui le supporte et seulement le Network Load Balancer depuis novembre 2025, c'est-à-dire c'était avant-hier. Chez GCP, même punition, il n'y a que le CDN et le load balancing qui supportent le HTTP3. Chez Azure, je ne vous en parle pas, j'ai même pas pu trouver d'informations. Si vous avez des infos, je suis preneur pour mettre mes slides à jour. Mais en gros, il y a le CDN d'Azure qui supporte HTTP3.
Sur les autres produits, tout ce qui est un peu open source, Nginx, HAProxy, Trafic, Cadix, Cloudflare, Wireshark, Curl, Envoy, supporte HTTP3. Je vous ai mis à titre d'indication à partir de quelle version le supporte. Apache le supporte dans une branche expérimentale. Je vous passe les détails. Sur le point sur lequel je veux insister, si vous prenez par exemple le CDN d'AWS, je retrouve ma souris ici, vos utilisateurs vont pouvoir se connecter avec vous dans les 3 protocoles, c'est-à-dire que l'infrastructure va bien répondre sur les 3 protocoles. Par contre, les requêtes qui vont être envoyées au back-end, au S3 ou à vos EC2, là, cette fois-ci, c'est seulement en HTTP 1.1. Donc, vous n'avez pas le support de HTTP 3 de bout en bout. C'est pas grave, c'est pas un problème, mais il faut le savoir. Même punition chez GCP. La différence, c'est que le back-end, lui, supporte HTTP2. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir du bout en bout HTTP2 à travers le load balancer, mais vous n'aurez pas de HTTP3. Une nouvelle fois, ce n'est pas un problème, mais il faut le savoir. Lorsque vous allez débugger, vous allez faire votre infra en HTTP3. Si vous la mettez derrière un load balancer, vous n'aurez jamais de requête HTTP3. Donc vous avez fait ça pour rien. Sous-en. Voilà. D'où le petit plugin qui est très pratique pour savoir avec quoi on discute. Hein. Vous rebouclez ma vie d'infra. Voilà. Alors, le truc hyper intéressant, les navigateurs, comment ça se passe? S'il y a plusieurs protocoles disponibles, comment ils vont choisir? Le premier choix, c'est de pourrait dire on va les essayer un par un. HTTP3 d'abord, puis HTTP2, puis HTTP1. S'il y en a un qui répond, je les fais dans l'ordre. C'est bien, mais ce n'est pas efficient. Je parle très vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Rappelez-vous, il n'y a que 25% ou 30% du protocole HTTP3 qui est déployé. Donc ça veut dire que si tous les navigateurs commençaient par HTTP3, ils feraient 70% de leur temps de fail. Parce qu'il y a le reste de l'Internet qui répond en HTTP2 ou en HTTP1. Alors qu'est-ce qu'on a inventé? On l'a vu tout à l'heure, il y a le fameux Alternative Service qui permet d'indiquer à la première réponse TCP, dire hey, si tu veux discuter avec moi, c'est en HTTP3, ça peut se passer là aussi. Et donc, ça a été compilé dans une RFC, la fameuse une RFC ici nommée. Il y a une variante où on peut discuter avec plusieurs protocoles. Vous voyez ici, je peux dire, j'ai mon infra HTTP1 qui me répond ça et qui me dit, voilà, pour parler en HTTP3, c'est sur un autre host, ou en HTTP2, c'est sur un autre host. Vous pouvez faire des choses comme ça, assez rigolotes avec cette fonctionnalité-là. Très intéressant. Deuxième possibilité, lorsqu'on établit une connexion TLS, il y a une poignée de main TLS, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a un moment où il y a un message qui s'appelle le client hello qui permet d'envoyer des infos du client vers le serveur et ça permet de dire « Hey, je parle HTTP2 et je parle HTTP1 ». Et le navigateur lui répond « Ok, la suite de la conversation, ça va se faire en HTTP2 ». On peut aussi faire une autre technique, c'est j'envoie 2 connexions simultanément, une en HTTP3, une en HTTP2, et puis c'est le premier qui répond. Et ensuite, la connexion se fera avec la connexion qui a répondu le plus rapidement possible. Et on ignore la deuxième connexion, la plus lente. Il y a une 4e façon de faire, c'est qu'il y a une nouvelle entrée DNS qui est arrivée. Vous connaissez les entrées A, vous connaissez les entrées AAAA, vous connaissez les entrées les CNAME. Il y a une nouvelle entrée qui s'appelle HTTPS. Cette entrée, elle permet de dire « Hey, tu veux ce domaine, cloudflare.com » Le HTTPS qui est au bout, c'est là où vous mettiez A ou AAA ou CNAME avant. Maintenant, vous mettez HTTPS. Et Cloudflare vous répond « Ok, tu veux discuter en HTTPS avec moi ?» Ben, ici, on parle HTTP3 et HTTP2. C'est un peu comme le alt SVC de tout à l'heure. Et en plus, il nous donne les IP vers lesquels on peut discuter de tout ça. Un autre exemple, ici sur le domaine botsmeyer.org, ben là, le serveur nous répond « Ah non, non, moi, je ne sais pas parler directement HTTP. Par contre, appelle ce CNAME-là. » Donc, je refais la même requête avec www.botsmeyer.org. Et là, cette fois-ci, il me dit « Ok, si tu veux discuter, on peut discuter en HTTP2. » Donc là, une nouvelle fois, quand vous construisez votre infra, pensez à déployer vos serveurs HTTP2, HTTP3, puis indiquer des choses. N'oubliez pas d'indiquer des choses dans vos serveurs DNS. C'était le propos ici. On a vu donc 4 méthodes pour que le navigateur puisse faire ça. Et donc, du coup, bah, il va falloir gérer un petit peu tous ces cas-là. C'est le rôle des navigateurs. Tous ont des façons d'implémenter ça différemment. C'est très compliqué. Mais globalement, voilà l'état de l'art sur la navigation.
Juste pour rappeler, donc, HTTP 3, c'est 30% du trafic, à peu près. HTTP 2, c'est 50% du trafic mondial. Et HTTP 1, c'est 20%. Ce que ça améliore HTTP 3, c'est que ça améliore de la vitesse, on l'a vu tout le temps. Par contre, c'est plus difficile à débugger. C'est dans la stack UDP, donc c'est pas encore hyper optimisé dans le kernel, puisqu'en fait, ça fait 40 ans qu'on fait du TCP, et beaucoup de protocoles étaient sur TCP. L'UDP était moins optimisé, ça va l'être de plus en plus. QUIC, le protocole intermédiaire entre l'UDP et le HTTP, peut être utilisé pour faire d'autres choses, du DNS, du SSH, il y a des implémentations qui partent là-dessus. N'oubliez pas, comme ça utilise UDP, il y a beaucoup d'infra qui ferment le port UDP. Donc pensez à dire aux gens du réseau d'ouvrir le protocole UDP dans le bon sens. QUIC a été développé dans la partie user, en termes de user développement, user space, ce qui permet d'avoir des implémentations plus rapides, des évolutions plus faciles que si c'était dans le kernel. Et n'oubliez pas, rupture de protocole entre le client et le navigateur. Merci, désolé, j'ai un petit peu débordé. Merci de votre patience. Et je vous attends les questions pour dehors. Merci.